bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler pin trading. Suite à ma vidéo sur ma collection de pins que vous pouvez retrouver ici si vous l'avez manqué, vous avez été plusieurs à me répondre soit en commentaire YouTube soit sur Instagram qu'une vidéo sur le pin trading en général vous intéressait. Du coup, la voilà. Le pin trading, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen d'échanger les pins soit avec d'autres collectionneurs, soit avec des cast members d'autres parcs Disney dans le monde. Pour la petite histoire, le pin trading est né à Walt Disney World en Floride en 1999. Puis s'est exporté vers les autres parcs du monde, la Californie, Tokyo, puis Paris en 2001. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai que de Disneyland Paris parce que je n'ai pas d'expérience de pin trading dans les autres parcs à l'étranger. Du coup, je ne pourrais pas du tout vous dire comment se passent les sorties, les achats, même si les achats, la plupart, ça se passe comme chez nous, ni les échanges. Je ne sais pas exactement s'il y a des événements, etc. Donc, je préfère ne pas dire de bêtises, donc je vous parlerai de ce que moi je sais. J'ai arrêté le trade il y a quelques mois déjà, du coup peut-être que certaines informations que je vous donnerai aujourd'hui ne sont plus à jour ou plus exactes. Donc je m'en excuse par avance. Pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler des différents types de pins qui existent. Il existe 4 grandes catégories de pins. Les Open Edition, les Limited Edition, les Refresh et les Fantasy. Après, il existe d'autres petites catégories, notamment je pense aux Hidden Mickey, etc. Mais je les connais pas assez pour vous en parler spécifiquement. Donc on parlera peut-être de ces pins un peu plus tard dans la vidéo, mais je peux pas vous présenter cette famille de pins parce que je la connais mal. Mais en tout cas, les grandes familles de pins, ce sont celles-là. On va commencer par les Open Edition. Le terme Open Edition signifie que c'est un pins qui n'est pas limité. Il est donc en vente libre dans la plupart des boutiques du parc. Ensuite, vous avez les pins limités. Donc, on les appelle les Limited Edition en anglais ou édition limitée en français. Vous les retrouverez avec l'acronyme EL ou LE, selon si c'est en français ou en anglais. Il s'agit de pins dont le tirage est limité à un certain nombre dans le monde. Ces pins sont vendus à des dates spécifiques et dans des conditions spéciales dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez les pins Refresh. Alors là, pour cela, je ne veux pas dire de bêtises parce que les événements Disney ont un peu changé en début d'année, mais comme avec le confinement, ça n'a pas été poursuivi, je ne sais pas trop du coup comment ça se passe. Mais en tout cas, moi, au plus récent que je sais, ce sont des pins qui sortent lors des Pin Trading Night. Donc la Pin Trading Night, c'est généralement le dernier vendredi du mois, une soirée dans un hôtel Disney, donc c'est accès libre, il n'y a pas besoin d'avoir une chambre ou quoi que ce soit. Et en fait c'est un rendez-vous de collectionneurs pendant lequel sont mis en vente certains pins, des pins de Pin Trading Night, des pins spécifiques. Et donc ce pins Refresh est donné lorsque vous achetez un cocktail à 10 €. Si vous avez la chance d'être à cet événement et que vous prenez le cocktail, vous avez la chance d'avoir le pins. Sinon, il faut attendre un mois avant de les trouver sur le parc, que ce soit au tableau d'échange dont on parlera plus tard ou des lanières de cast member dont on parlera plus tard également. Ensuite, la quatrième catégorie, il s'agit d'une catégorie de pins non officiels. Je parle bien sûr des fantasy. Les fantasy, ce sont des pins non officiels qui sont mis en vente sur internet par des créateurs. Ce sont des pins qui ont une valeur légale assez controversée dans le monde du pin trading, car au-delà du fait que ce soit des pins qui sont non officiels, on se pose la question de la légalité de ces pins, étant donné qu'ils représentent des personnages ou qui s'inspirent de dessins dont la propriété intellectuelle appartient à Disney. On remarque d'ailleurs depuis quelques années que certains pins Disney officiels récents s'inspirent très fortement de pins fantasy dont les valeurs atteignent parfois des sommets astronomiques. Est-ce une volonté pour Disney de casser le marché? Allez savoir! Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur les catégories de pins, on va bientôt pouvoir parler des échanges, mais avant de pouvoir échanger, il faut déjà avoir des pins. Donc on va voir maintenant où et comment acheter des pins.
Comme je vous ai expliqué du coup comment sortaient les pins Refresh, je ne vais pas en reparler maintenant, et je ne vous parlerai pas non plus de comment ni où se procurer des pins fantasy, puisque la légalité est moyennement sûre. Je ne me vois pas en faire la promotion, mais sachez que si vous cherchez un minimum, vous en trouverez à l'appel. En fin de chaque mois ou en tout début de chaque mois, Disneyland publie une liste de pins qui vont sortir du coup dans le mois à venir ou en cours. Les sorties de pins, ça se passe principalement le samedi, cependant il peut y avoir quelques exceptions pour des journées particulières type 14 juillet, Saint-Patrick, etc. Dans ces cas-là, il peut y avoir des sorties en semaine. Je vous mets ici un exemple d'affiche du mois sur laquelle vous pouvez voir que donc chaque semaine, des pins différents sortent. Donc chaque samedi, vous avez des sorties d'open, de limité, parfois les deux en même temps, mais les sorties ne se font pas dans les mêmes conditions qu'il s'agisse d'open ou de limité. Il existe une boutique qui est dédiée aux pins qui se trouve à Frontierland et qui s'appelle le Pueblo Trading Post. C'est une boutique qui est ouverte uniquement le samedi et le dimanche, sauf exception. Les pins Open Edition se trouvent dans quasiment toutes les boutiques du resort, que ce soit au Disneyland Park, au Walt Disney Studios, au Disney Village ou dans toutes les boutiques des hôtels Disney. Il vous faudra parfois fouiller dans plusieurs boutiques si vous cherchez un pins en particulier, car toutes les boutiques ne disposent pas du même nombre de pins en vente. Certaines boutiques ont un stock de pins un peu plus ancien, alors que d'autres boutiques disposeront d'un stock de pins plus récent. Généralement, le jour d'une sortie de pins open, vous pouvez les trouver donc au Pueblo Trading Post, à la boutique World of Disney du Disney Village, à la boutique Emporium dans le Disneyland Park et à la boutique qui est dans Studio 1 au Walt Disney Studios. Après, ça ne veut pas dire que vous les trouverez nulle part ailleurs. Certaines boutiques les ont, certaines boutiques les auront pas tout de suite. Du coup, parfois, il faut fouiller un peu. Concernant les pins édition limitée, c'est un petit peu plus compliqué puisque les ventes de pins se font le jour de la sortie sur réservation. Il vous faudra donc une réservation via l'application Lineberty, application très controversée, pour pouvoir vous rendre à la vente le jour et l'heure indiqués sur l'affiche. Si la vente a lieu un samedi, vous aurez une chance d'obtenir un ticket le jeudi précédent à 18 h ou le vendredi, la veille de la mise en vente, à partir de 18 h pour essayer d'obtenir un ticket Last Chance qui vous donnera accès à la vente uniquement s'il reste des pins. Les ventes de pins édition limitée sont limitées à 2 par personne. Certains collectionneurs prennent les 2 d'office, certains n'en prendront qu'un. Et c'est grâce à ces personnes que vous pourrez éventuellement trouver votre bonheur en Last Chance. Et ces ventes ont lieu soit au Pueblo Trading Post dans le Disneyland Park à partir de 10 h, soit à la boutique Disney Gallery à Disney Village, généralement à la même heure. Je vous avais déjà parlé de Lineberty dans ma vidéo où je testais l'expérience signature du Roi Lion l'année dernière. Mais là, comme c'est spécifique aux pins, je vous refais un petit tuto que je vous mets ici. Voilà, je me décale, comme ça vous verrez tout. Donc, il faut télécharger déjà l'application Lineberty que vous pouvez trouver que vous ayez un téléphone Android ou iPhone. Donc, on lance l'application et vous allez venir cliquer sur prendre un ticket. Là, vous avez toutes les destinations autour de vous ou que vous avez mis en favori. Je précise quand même qu'il n'est pas nécessaire d'être sur le parc le jour de la mise à disposition des réservations. Sinon, ce serait complètement injuste. Il vous suffit juste de vous connecter pile à 18 h, sinon c'est mort, vous n'aurez pas de ticket. Comme les ventes ont lieu à Disneyland Paris, donc dans le Disneyland Park, il suffit de cliquer sur Parc Disneyland et là vous avez la catégorie Pin Trading. Donc vous allez cliquer sur Pin Trading et là vous avez donc Pin Trading le 14 mars. Bon là on est déjà le 1er mai techniquement, donc ça n'a pas été mis à jour. Et donc là en fait quand les réservations sont ouvertes, vous avez juste à cliquer sur prendre un ticket et là ça vous donnera un horaire et il suffit juste de prendre très vite votre ticket, sinon c'est foutu pour vous. Et donc si jamais le jeudi vous n'avez pas eu la chance d'avoir votre ticket, vous pouvez revenir le vendredi à la même heure pour essayer d'avoir un ticket Last Chance. Mais là encore, bonne chance. Le ticket que vous obtiendrez avec l'application Lineberty vous donnera un numéro et peut-être une heure de passage. Il faut savoir que l'heure et le numéro du ticket ne sont généralement pas respectés. Il suffit de vous rendre le jour de la vente à l'ouverture et vous passez, vous faites la queue, vous passez dans l'ordre de passage, mais si vous avez le numéro 59, vous pouvez très bien passer avant le numéro 3 par exemple. Voilà.
n'y a pas de logique pour ça. À partir du moment où vous avez un ticket normal, hein, je parle pas des last chance, à partir du moment où vous avez un ticket classique, vous pouvez passer à n'importe quelle heure. Pour les tickets last chance, par contre, il me semble que c'est dans l'ordre. Donc, une fois que ces pins ont été mis en vente le samedi, il est possible qu'il reste un stock à la fin de la mise en vente. Généralement, la mise en vente commence à 10h et se termine vers 13-14h une fois que tous les last chance sont passés. Si à l'issue de cette vente, il reste des pins en stock, c'est assez rare, je vous avoue, mais ça arrive, eh bien, il vous suffit de vous présenter à la boutique à n'importe quelle heure et vous pouvez l'acheter librement sans faire la queue. Il faudra faire la queue s'il y a des gens devant vous, mais il n'y aura pas de réservation, de longues files d'attente, etc. Vous pouvez acheter ce pins limité aussi facilement qu'un pins open. Le jour suivant de la mise en vente, donc potentiellement le dimanche, le pins sera de nouveau en vente libre comme il l'a été du coup le samedi après-midi après la mise en vente. Et ensuite, s'il reste encore du stock à ce stade-là, eh bien une partie du stock va être dispatchée dans plusieurs boutiques du resort. Vous pouvez en trouver notamment, je pense, au Harrington, je crois qu'il y en a à la boutique du Disneyland Hotel, et dans peut-être 2-3 boutiques, mais j'ai pas la liste en tête. Et sinon, globalement, ils seront quasiment tous disponibles au Pueblo Trading Post, mais le lundi c'est fermé, donc c'est pour ça que c'est envoyé au Harrington ou au Disneyland Hotel. Mais je ne vous cache pas que depuis quelques années, c'est ultra rare qu'il reste des pins le lendemain déjà de la mise en vente. En dehors des parcs, vous aurez la possibilité d'acheter des pins par internet. Il existe de nombreuses occasions de trouver des pins sur internet, je pense au groupe Facebook, à Instagram, à Vinted ou à eBay encore. Néanmoins, je vous invite à faire preuve d'une extrême vigilance lorsque vous achetez sur internet, car certains vendeurs peu scrupuleux peuvent soit vous vendre des faux, soit vous vendre du vent. Donc si jamais vous achetez, je pense notamment si vous achetez sur Instagram ou Facebook, passez systématiquement par PayPal en biens et services. Ça vous coûtera un chouïa plus cher, mais au moins vous avez une garantie en tant qu'acheteur de récupérer votre argent si la personne en face n'est pas honnête. Et enfin, vous pouvez également trouver des pins en brocante. Pour cette dernière occasion, j'admets, il faut avoir les fesses bordées de nouilles pour être poli. Je fais des brocantes depuis quelques années seulement et ça m'est arrivé qu'une fois de trouver des pins Disney, donc je pense que j'ai eu extrêmement de la chance parce qu'il était, en plus c'était à fin de matinée. Il faut savoir que les articles Disney, qu'il s'agisse de peluches, de DVD, d'objets de collection, généralement c'est dévalisé dès les premières heures du jour. Si vous êtes un lève-tôt et qu'il y a une brocante pas loin de chez vous, allez-y à 6h, 7h du matin, vous aurez peut-être de la chance de trouver des pins. Si vous y allez plus tard, il y a des chances que quelqu'un soit passé avant vous. Maintenant que vous connaissez les catégories de pins et que maintenant vous avez votre collection de pins, non, vous ne pourrez pas échanger tout de suite. Je vous explique pourquoi. Avant de pouvoir échanger, il faut connaître la valeur de vos pins. Généralement, il est possible de deviner la valeur d'un pins en fonction de sa catégorie, du personnage qu'il représente, d'un événement particulier, de l'attraction qu'il représente. Cependant, parfois c'est pas si facile que ça. Par exemple, on a tendance à penser qu'un pins en édition limitée aura plus de valeur qu'un open. Et bien parfois, c'est le contraire. Certains open valent une véritable fortune parce qu'ils sont difficiles à trouver ou qu'ils représentent des personnages très rares, alors que certaines éditions limitées ne valent absolument rien. Si vous devez comparer deux éditions limitées, c'est assez simple. Le nombre de tirages doit généralement vous mettre sur la voie. Une édition limitée à 125 exemplaires aura beaucoup plus de valeur qu'une édition limitée à 700 exemplaires. Mais comme la valeur ou cote du pins ne s'arrête pas qu'à son nombre de tirages ou à sa catégorie, moi je vais vous parler de comment je fais pour connaître la valeur de mes pins. À titre personnel, j'utilise le site Pinpix. Je vous mets le lien dans la description. C'est un site de référencement de pins. À ce jour, quasiment tous les pins existants sont référencés. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le référencer vous-même. Mais généralement, ils y sont tous. Il faut juste bien chercher. C'est un outil extrêmement pratique qui vous permet d'enregistrer tous les pins que vous possédez. Alors oui, il faut du temps et il faut penser à actualiser très régulièrement votre collection. Quand vous commencez à avoir beaucoup de pins, ça peut devenir très compliqué de tenir à jour votre page. Mais si vous êtes assez régulier et assidu, ça doit pouvoir se faire facilement. Moi j'admets que j'ai pas mis à jour ma page depuis un long moment. Vous pouvez donc référencer les pins que vous possédez, mais également vous faire une page, une sorte de wishlist des pins que vous recherchez. À partir de là,
Le site va faire une sorte de ratio grâce à un algorithme et calculer, par exemple pour un pins que vous possédez, combien de personnes le recherchent. Ou pour un pins que vous recherchez, combien de personnes le possèdent. Ça revient au même en soi. Du coup, chaque pins enregistré sur le site possède un ratio, nombre de personnes le possédant, nombre de personnes le recherchant. Bien sûr, ce chiffre ne peut pas être exact sur toute la surface du monde puisque beaucoup de personnes n'utilisent pas TwinPic. Donc, beaucoup de personnes ne sont pas comptées comme personnes cherchant ou possédant les pins. Le ratio reste quand même relativement parlant. Si le nombre de personnes recherchant le pins est beaucoup plus élevé que le nombre de personnes possédant le pins, je pense que vous avez compris que la cote, elle est intéressante. Et à contrario, s'il y a plus de personnes qui possèdent le pins que de personnes qui le veulent, il vaut pas grand chose. Au-delà de la cote du pins, certains pins ont également une valeur sentimentale pour chaque personne. Personnellement, j'ai des pins qui valent absolument rien, mais sentimentalement, je ne pourrais les donner, les vendre ou les échanger pour rien au monde. Maintenant que vous savez ce que c'est le pin trading, que vous savez comment trouver des pins et que vous savez identifier leur cote, on va pouvoir parler des échanges. Tout d'abord, vous pouvez échanger vos pins sur les parcs. J'ignore comment ça se passe dans les autres parcs étrangers, comme je disais au début de la vidéo, mais en tout cas, en France, on a une charte du pin trading. Je vous la mets ici et si je trouve un lien vous menant directement jusqu'à la charte, je vous le mets en description. Une fois que vous avez eu connaissance de cette charte, vous pouvez enfin aller échanger vos pins sur les parcs Disney. Dans les parcs Disney, en tout cas à Paris, vous avez plusieurs possibilités d'échange. La plus simple, surtout si vous débutez et que vous êtes très timide comme moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre au Pueblo Trading Post et d'échanger via le tableau de pins. Ce tableau, il est disponible généralement à partir du samedi après-midi, parce que s'il y a une vente le matin, le tableau ne sera pas sorti. Et généralement, il y est le dimanche, pas toute la journée, mais quasiment. Donc si vous y allez et que le tableau n'est pas sorti, n'hésitez pas à demander à un cast member de la boutique à quelle heure vous pouvez repasser pour voir le tableau. Donc ce tableau, il affiche un certain nombre de pins par catégorie. Vous avez en haut les éditions limitées, ensuite vous avez les refresh, les Hayden Mickey, les Vinimation, ça c'est des pins vraiment spécifiques. Les Hayden Mickey, c'est des petits pins avec des petits Mickey cachés dedans. Et les Vinimation, ce sont des personnages Disney en forme de Mickey, donc avec des oreilles. Ensuite, vous avez les Open, tout simplement. Et donc il faut savoir que vous pouvez échanger un pins contre un pins de la même catégorie sur ce tableau. En théorie, tous les pins présents sur ce tableau sont authentiques et ont été vérifiés par les cast members. Malheureusement, une erreur humaine est tout à fait possible. Mais si jamais vous vous rendez compte immédiatement qu'il y a un souci avec le pins que vous venez de récupérer sur le tableau, n'hésitez pas à le signaler au cast member qui soit vous donneront un autre pins à la place, soit vous rendront votre pins. La plupart du temps, les échanges sont acceptés d'office, néanmoins il peut arriver que certains échanges vous soient refusés. Si votre pins est abîmé ou qu'il est suspecté d'être un faux, et bien sûr si un pins identique se trouve déjà sur le tableau, vous ne pourrez pas l'échanger. Ou parfois, en fonction des cast members, ils peuvent être un peu plus tatillons sur les échanges, mais généralement ça se passe très bien. Ensuite, vous avez les échanges avec les cast members. Ça ne concerne pas tous les cast members, il me semble que c'est eux qui choisissent si oui ou non ils participent à ce programme. Certains d'entre eux possèdent une lanière comme celle-ci, mais toute noire, toute simple, sans déco et avec des pins dessus. Il faut savoir que ce ne sont pas des pins de leur collection personnelle, mais des pins qui leur sont offerts par Disney. Du coup, ils ne sont logiquement pas en droit de vous refuser un échange, sauf si le pins que vous voulez échanger est déjà présent sur leur lanière. Le plus souvent sur ces lanières vous trouverez des Open Edition, des Refresh ou des Hayden Mickey. Et enfin, vous pouvez échanger entre collectionneurs. Généralement les collectionneurs, vous pouvez les voir le samedi, parfois un peu le dimanche mais beaucoup plus le samedi, devant le Pueblo Trading Post. Ils sont souvent installés sur les petites tables avec leurs pochettes de pins ouvertes devant eux. Vous pouvez également trouver les collectionneurs lors d'événements, lors des Pin Trading Events, les Pin Trading Night, les Pin Trading Day. C'est des événements qui attirent beaucoup de collectionneurs, donc chacun ramène sa petite collection et si vous trouvez des choses qui les intéressent et que vous avez quelque chose pour les intéresser, et bien bon. Pour les plus timides d'entre vous, ce sera probablement très dur au début d'aller aborder les collectionneurs parce que parfois ils peuvent être un peu intimidants. Moi je sais qu'au début c'était carrément mon cas, je suis extrêmement timide
et j'osais pas trop aller vers les collectionneurs, j'avais peur de les embêter. Il suffit juste de vous approcher, de dire bonjour et est-ce que je peux regarder, et après voilà, ça vous engage à rien, vous n'êtes pas obligé de faire un échange en regardant leurs pins, et au contraire ça leur fera très plaisir de vous montrer leurs pins. Après, je l'admets, c'est pas toujours facile de mettre sur la table une proposition d'échange, surtout que la plupart des collectionneurs qui sont sur les parcs sont des personnes extrêmement chevronnées, qui s'y connaissent très bien et qui ont parfois déjà tous les pins qui les intéressent, ou qui recherchent des pins auxquels vous n'aurez jamais accès à moins d'avoir une chance extraordinaire. N'hésitez pas à demander aux collectionneurs ce qu'ils cherchent, comme ça au moins dès le début, s'ils vous disent qu'ils cherchent des choses que vous n'avez pas, ne perdez pas de temps, vous serez moins déçus. Et sinon il existe aussi une autre technique, c'est que dès le début vous leur montrez vos pins et vous dites est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous intéresser, oui, non. Dans le cas où c'est non, bah au moins vous perdez pas votre temps, et si c'est oui, ça ouvre déjà une possibilité d'échange. J'avoue que quand on débute dans le pin trading, ça peut être un peu frustrant, surtout quand on a un début de collection, parce que du coup, globalement tous les pins que vous allez avoir au début, ce sont des pins que les collectionneurs ont déjà. Donc ça peut être un peu frustrant au début, mais vous inquiétez pas, ça va finir par arriver. Au fur et à mesure que votre collection s'étoffera, les occasions d'échanger seront de plus en plus nombreuses. C'est pour ça, au début, quand vous commencez, je vous conseille vraiment d'aller plutôt vers les cast members pour leur lanière ou d'aller vers le tableau des échanges de pins. Il est également possible d'échanger vos pins en dehors du parc, je pense notamment à Internet. Tout comme les achats, vous pouvez trouver des occasions d'échanger vos pins sur les groupes Facebook ou sur Instagram. Encore une fois, comme pour les achats, attention aux arnaques, car il existe toujours des personnes malhonnêtes qui vous refourgueront des faux ou qui n'enverront pas la marchandise, alors que eux recevront la leur. Il existe également des personnes qui emballent très mal leurs pins, donc les pins arrivent abîmés, ou rayés, ou perdus. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les personnes qui fréquentent le groupe. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à écrire à l'administrateur pour leur demander conseil. À savoir que lorsqu'il existe une brebis galeuse dans le groupe, les autres membres du groupe l'affichent allègrement dans le fil d'actualité afin que personne d'autre ne se fasse avoir. Donc n'hésitez pas à consulter le groupe en long, en large et en travers. Sur Instagram, il existe également des pages Instagram qui recensent des arnaqueurs, ce qu'ils appellent des scammers. Il me semble qu'il y a un groupe qui s'appelle Pin Scammer Alert et qui recense soit des personnes ayant arnaqué, soit qui fait un appel à témoignage. Si quelqu'un, par exemple, si vous avez un doute sur un vendeur, vous vous dites c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas très honnête ce qu'il fait, vous écrivez à cette page, vous dites voilà, j'ai ce profil, j'ai l'impression que c'est un scammer mais je suis pas sûre, est-ce que c'est possible de vérifier? Ils vont poster une photo de son profil et les personnes qui ont eu affaire à lui ou à elle diront moi ça s'est très bien passé, non surtout pas, c'est un arnaqueur, etc. L'important c'est de bien fouiller surtout. Et également sur internet vous avez la possibilité de faire des échanges via le site PinPix. Comme nous l'avons vu plus tôt, ce site recense les pins et également les personnes le possédant ou le désirant, mais il permet grâce à un superbe algorithme de mettre en relation des personnes possédant des pins avec des personnes le désirant. Et encore mieux, vous pouvez également être mis en relation avec des personnes qui possèdent des pins que vous voulez et qui veulent des pins que vous avez. C'est là la magie du truc. Il ne reste donc plus qu'à négocier l'échange. Alors bien sûr, attention, si vous possédez un pins que la personne veut et que cette personne elle a un pins que vous voulez, ça ne veut pas dire que l'échange il est sûr d'être fait et qu'il est équitable. Si la personne elle a un pins que vous voulez qui est ultra rare et qu'elle veut un pins moyennement rare que vous avez, clairement la personne vous dira non. Elle vous demandera peut-être d'ajouter un ou deux pins avec, ce qui est normal. Mais une fois que vous avez négocié l'échange et qu'il a été accepté par les deux parties, vous avez deux possibilités. Soit vous faites l'échange chacun normalement, vous envoyez chacun votre enveloppe à l'autre, sachant que sur PinPix il y a des personnes du monde entier. Soit vous demandez à ce que PinPix soit votre médiateur. Vous avez des pins à échanger, et une deuxième personne a des pins à échanger avec vous. Vous et la personne avec qui vous devez échanger les pins, envoyez les pins à PinPix. PinPix va vérifier que vos pins sont bien ceux que vous êtes censé envoyer et que la personne a bien envoyé les pins qu'elle était censée envoyer. Une fois que la vérification a été faite, PinPix vous transmet à chacun les pins, ce
qui permet d'avoir un échange quand même relativement sûr. Félicitations, vous venez de faire votre premier échange. Et maintenant, comment savoir si vos pins sont authentiques? Il existe malheureusement de faux pins en circulation. On appelle un pins faux, un pins qui a été soit reproduit de manière illégale, soit qui est sorti de la chaîne de production au niveau de l'usine parce qu'il avait des défauts et qui a quand même été vendu par un autre biais. Je vais essayer de vous donner quelques indices pour essayer de repérer des pins faux. Il y a plusieurs petits détails à observer pour vérifier si vos pins sont authentiques ou pas. Il faut savoir que chaque pins, sans exception, doit posséder le copyright Disney ou au moins Pin Trading. Pour les éditions limitées, on vérifie qu'il y a bien le numéro de tirage derrière. Attention cependant, certains pins en édition limitée n'ont pas de nombre de tirages au dos. Je pense notamment à certains pins du Disney Store. Ensuite, on vérifie au dos du pins le gaufrage. Le gaufrage, c'est les têtes de Mickey qui apparaissent incrustées dans les mailles. Tous les pins n'en ont pas, mais pour ceux qui en ont, on va vérifier que le gaufrage est nickel, que les Mickey sont bien ronds et que le gaufrage suit bien toute la silhouette du pins. Par exemple, sur ce pins officiel et authentique, vous pouvez constater que les Mickey sont bien réguliers, qu'ils sont bien ronds et que le gaufrage suit parfaitement toute la silhouette du pins. Je conçois, c'est pas très facile de voir parce que le pins est assez petit, mais on peut constater que le gaufrage s'arrête parfois à quelques millimètres du bord du pins. C'est pas toujours évident de vérifier le gaufrage. Parfois sur des pins officiels, vous allez voir qu'il y a un problème de gaufrage. Pourtant ce sont des pins bien authentiques que vous venez d'acheter dans une boutique, mais parfois c'est juste un défaut au niveau de la fabrication. Donc attention, parfois certains que vous pouvez penser faux ne le sont pas forcément. Ensuite, l'épaisseur du pins va beaucoup jouer également. Le problème c'est que si vous n'êtes pas très habitué des pins, vous risquez de pas trop vous en rendre compte, mais les pins faux sont souvent beaucoup plus fins que les pins classiques. C'est pas évident à voir, mais il y a dans ce cas-là environ 1 mm de différence sur l'épaisseur des pins. Parfois, il peut y avoir aussi des différences de couleur entre le dessin du pins officiel et le pins. Donc si vous remarquez qu'il y a une différence de couleur entre le pins que quelqu'un vous propose et la photo du pins officiel, je serais vous, j'irai pas. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Du coup, vous êtes officiellement prêts à vous lancer dans le pin trading. Bien sûr, si vous avez des questions, que ce soit sur des sujets abordés pendant la vidéo ou pas abordés parce que soit je les ai oubliés, soit je les ai omis, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai le plus précisément possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris plein de choses. Du coup, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne plus rien louper. Comme toujours, je vous souhaite un excellent week-end et une bonne journée. Continuez à bien prendre soin de vous.